Monsieur Morsaoul Damar, bienvenue. Vous venez d'écrire et de publier un livre intitulé Les déserteurs marocains, les écartés de l'histoire. Pourriez-vous nous dire pourquoi ce livre après tant d'années par rapport aux événements relatés dans cet ouvrage? Oui, en effet, les événements se sont passés en 1971, alors que nous sommes en 2017, c'est-à-dire à peu près 46 ans après le rapatriement. Pourquoi tant d'années? Eh bien, parce que j'étais en activité, je n'avais pas le temps de pouvoir me consacrer à la rédaction de ce livre. Deuxièmement, j'ai eu par la suite une activité intense professionnelle jusqu'à mon arrivée à Genève dans une organisation internationale. Et pendant ce temps, donc le travail s'est multiplié, surtout dans une organisation internationale. Donc, je n'avais pas le temps de pouvoir me consacrer à l'écriture. Mais n'empêche que l'idée germait dans mon esprit et que finalement, je voulais concrétiser ce projet au cours d'un passage au Maroc pendant les vacances. J'ai eu l'occasion de déjeuner ou de dîner, je ne me rappelle pas très bien, dans un restaurant vietnamien tenu par une famille qui avait été rapatriée, que nous avions rapatriée, surtout tenue par les enfants, et que là, effectivement, ça fait un déclic dans mon esprit, et donc j'avais décidé de commencer à ébaucher l'écriture de ce livre. Et puis après ma retraite, j'ai commencé à le faire. J'ai écrit le livre. Malheureusement, je n'avais pas trouvé d'éditeur pour pouvoir me le publier. Et puis, au cours d'une rencontre avec le regretté feu Son Excellence Abdelhadi Tsazi, qui était un grand historien, écrivain, professeur, ambassadeur. Il m'a encouragé, au cours de notre entretien familial, il m'a encouragé à écrire ce livre pour que, me dit-il, que cet événement soit inscrit dans l'histoire du pays. Et il m'a même proposé de me faire une préface que malheureusement il n'a pas pu réaliser à cause de sa maladie, de la disparition de son épouse et puis de sa disparition. Et donc malheureusement je n'ai pas eu cette préface, et j'ai quand même voulu réaliser son vœu et donc aller de l'avant. Et j'ai pris sur moi les dépenses de ce livre que j'ai fait éditer et imprimer au Maroc. D'accord, donc pourriez-vous nous expliquer la signification du titre que vous avez donné à votre livre? Bien, écoutez, le livre s'intitule Les déserteurs marocains, les écartés de l'histoire. Les déserteurs marocains, bon, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ce sont des anciens soldats de l'armée française qui étaient en Indochine et qui avaient déserté leurs unités pour rejoindre les rangs des Vietnamiens pour multiples raisons. Et donc, ce livre raconte bien le pourquoi, les raisons et les conditions dans lesquelles avaient déserté ces ressortissants marocains. En ce qui concerne les écartés de l'histoire, effectivement, ils ont été écartés de l'histoire, puisque depuis 1971 jusqu'au moment où j'ai écrit le livre,
aucun média n'en a parlé. L'opération de rapatriement s'est faite presque en catimini. Personne n'en a parlé. Et donc, ces gens ont été écartés à la fois quand ils ont été prisonniers au Vietnam et après leur retour au Maroc, aucune information n'a filtré au sujet de leur rapatriement. Alors, comment s'est déclenchée cette opération de rapatriement et qui l'avait décidé? Bien écoutez, c'est extraordinaire. Je suis arrivé au ministère des Affaires étrangères à la demande d'un ancien collègue qui travaillait avec moi au ministère, qui m'avait proposé de diriger le service social du ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai pris mes fonctions et j'ai découvert un dossier qui germait dans les caves du ministère à la suite de la réception d'un grand paquet de lettres de ses ressortissants à travers notre ambassade à Pékin. Et j'ai interrogé évidemment quelqu'un du ministère qui m'a dit « Oh, vous savez, c'est un dossier qui est dans la cave de la division, que si vous voulez le consulter, on peut aller le chercher. » Effectivement, on m'a amené le dossier qui était entièrement poussiéreux. J'ai commencé à le feuilleter, puis j'ai découvert une lettre qui avait été adressée par l'ancien président Ho Chi Minh du Vietnam du Nord, parce que dans le temps, il existait le Nord et le Sud. Ça serait très long de revenir sur l'histoire. Et donc, cette lettre était adressée au regretté Sa Majesté Mohammed V. Dans cette lettre, Ho Chi Minh, le président Ho Chi Minh, demandait à Sa Majesté Mohammed V d'envisager le rapatriement de ses ressortissants qui étaient au Vietnam. Et bon, j'ai découvert pas mal de correspondances et pas mal de lettres écrites en arabe et en français de ses ressortissants, des paquets et des paquets que je me suis amusé à les lire et puis j'avais pas compris. Puis après, j'ai réalisé le problème et donc j'avais décidé de m'en occuper, de m'atteler à ce travail qui m'a beaucoup retenu mon esprit. Et donc, j'ai incité mes supérieurs à reprendre le travail qui avait été commencé, puisque une commission avait été constituée, mais elle avait été complètement étouffée et le dossier était entièrement enterré. Donc, j'ai déterré ce dossier, j'ai enclenché le processus de reprise de la question. J'ai fait faire signer par le ministre des Affaires étrangères une lettre au chef d'état-major qui nous a convoqués quelques jours après. J'étais moi-même, je représentais le ministère des Affaires étrangères. Il y avait un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère des Finances qui était le directeur du budget. Et nous avons parlé de ce problème en disant que c'est pas possible qu'on puisse laisser ces gens-là abandonnés à eux-mêmes dans ce pays. Et c'est de là qu'est partie l'idée du rapatriement. Et donc nous avions décidé de nous déplacer, d'aller à Hanoï pour prendre contact avec les autorités, avec eux-mêmes, de prendre des informations, de les identifier. Nous sommes revenus au Maroc pour faire identifier chacun d'eux. Ils étaient au nombre de 85 auprès des provinces et des préfectures. Et après leur identification, nous avons décidé d'aller les ramener du Vietnam au Maroc. Alors, voilà. Comment ça s'est passé?
Pourriez-vous nous dire comment vous avez été accueilli pour la première fois au Vietnam et quand vous y êtes arrivé et combien vous étiez dans la délégation marocaine? Eh bien, écoutez, d'abord, l'accueil a été extraordinaire. Nous avons été accueillis par les autorités vietnamiennes très courtoisement, bien reçus, bien invités, en bonne et due forme. Et puis, après quelques jours d'attente, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, le Vietnam était en guerre dans le sud contre les États-Unis et que les communications étaient très difficiles, la vie était très difficile et que par conséquent, les Vietnamiens ont tout fait pour que nous amener ces ressortissants à Hanoï, dans la capitale, puisqu'ils pensaient que un déplacement vers eux était impossible et ils ne pouvaient pas assurer notre sécurité pour aller jusqu'au campement où ils étaient, où ils vivaient, où ils travaillaient. Et donc, ils les ont amenés à Hanoï. Quand ils sont arrivés, c'était indescriptible, quelque chose d'extraordinaire. Les Vietnamiens eux-mêmes étaient restés bouche bée par la chaleur, c'était des retrouvailles et pourtant on ne les connaissait pas, on ne se connaissait pas. Et c'est ce qui a d'ailleurs étonné les Vietnamiens. Donc l'accueil avec des embrassades, avec des cris de joie, etc. Mais c'était formidable et très touchant. Et c'est très difficile à vous décrire comment s'est déroulée cette rencontre. Et puis après le calme revenu, eh bien, nous sommes passés aux choses sérieuses et nous avons commencé notre travail. Alors, dans le livre, vous dites que le rapatriement avait été décidé et préparé subitement. Il était question de le stopper. Pourriez-vous nous dire par qui et pour quelles raisons? Ben écoutez, ça, je ne saurais vous répondre à cette question, puisque je n'en connais pas la réponse moi-même jusqu'à présent, après 46 ans. Effectivement, nous avions promis aux Vietnamiens et aux ressortissants de revenir les chercher 3 mois à peu près 3 mois. C'est ce que nous avions estimé comme durée pour pouvoir faire l'identification. Et malheureusement, ça a duré un peu plus. Et au bout de 4-5 mois, j'ai reçu donc des instructions du cabinet du ministre pour commencer à faire le rapatriement. Donc, avec mon collègue que je pourrais citer, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, il est décédé, c'est Spa, qui était directeur du budget. Nous nous sommes adressés aux agences des compagnies aériennes de la place, de Rabat, et nous sommes tombés sur une compagnie des pays de l'Est qui faisait des campagnes de pèlerinage du Maroc en Arabie Saoudite. Donc, nous avions convenu, nous avions négocié le rapatriement, le voyage, avec des avions Ilyushin 18. Ce sont des avions russes. Et donc, nous avions fixé la date et préparé donc le planning du vol. Nous avions eu nos billets. 2 officiers avaient été désignés, qui nous avaient accompagnés pour la première fois. 2 officiers marocains qui nous accompagnaient. Nous étions 4 dans la délégation et le 5e était le chargé d'affaires à notre ambassade à Pékin. Donc, et nous avions également, j'avais contacté le ministère de la Santé pour nous désigner un psychiatre et un infirmier spécialisé en psychiatrie. Ceci parce que il y avait parmi les ressortissants des malades qui étaient atteints de maladies psychiatriques. Donc, on ne pouvait pas imaginer
faire le voyage de Hanoï à Rabat sans une aide, une assistance médicale pour ces 3 ou 4 malades. Et donc, tout était préparé, on devait partir 24 heures après, et malheureusement, je reçois un coup de fil du directeur de cabinet du ministre me disant « il faut tout stopper ». Alors, j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit « je ne peux rien vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est n'y allez pas et arrêtez l'opération. C'est tout. » Alors, je voulais même savoir si c'était une décision définitive ou est-ce que c'était provisoire, simplement une suspension de l'opération. Il était incapable de me répondre. Et donc, moi, je n'ai rien dit, puisque de toutes les façons, j'ai avisé tout le monde, aussi bien les autorités vietnamiennes que nos collègues qui devaient nous accompagner. Et là, pour des raisons personnelles, j'ai demandé de retourner à mon ministère d'origine, qui était le ministère de l'Emploi, et je suis reparti au ministère de l'Emploi. Et un mois ou 2 mois après, je reçois un coup de fil du directeur du cabinet lui-même chez moi me disant qu'il fallait tout de suite ramener ces gens-là du Vietnam au Maroc. Alors je lui ai dit mais pourquoi et pour quelle raison? Il m'a dit ne posez pas de questions. Je lui ai dit non, écoutez, parce que moi je ne me sens plus concerné. J'ai quitté votre ministère, je suis au ministère du Travail et de l'Emploi, et donc je ne peux pas le faire. Il a beaucoup insisté, tellement insisté que finalement, je me suis décidé à faire cette opération et à abandonner le ministère des Affaires étrangères et rejoindre mon nouveau poste au ministère du Travail. Et donc, on a fait cette opération-là. Heureusement que les choses se sont faites ainsi et que nous avons pu réaliser ce rapatriement au grand soulagement de tout le monde, aussi bien des autorités vietnamiennes que des intéressés eux-mêmes qui attendaient avec impatience ce rapatriement, notre retour pour venir les chercher et les faire rapatrier dans leur pays d'origine. Alors, Monsieur Mortaoud Damar, je ne vais pas vous demander de nous dévoiler ici tout le contenu de votre livre, afin de laisser au lecteur la primeur de découvrir son contenu, mais je souhaite quand même vous demander de nous raconter, si vous le permettez, 1 ou 2 anecdotes durant cette opération de rapatriement. Donc, pourriez-vous le faire? Pouvez-vous nous raconter 2 anecdotes? Oui, pourquoi pas, il y en a eu pas mal. Mais ce qui nous avait beaucoup frappé, qui pourrait étonner le lecteur, c'est que au moment lors de notre premier voyage, nous avions décidé de passer par la Chine pour des raisons simplement de technique et de facilité, et de transiter par Hong Kong. Et là, donc, nous avons pris un avion de Hanoï jusqu'à Canton. Et à Canton, nous avons pris le train pour aller jusqu'à, Hong Kong. Et sur la frontière, donc entre la Chine communiste et la Chine dominée par la Grande-Bretagne, qui était sous la que les Britanniques dirigeaient, les douaniers ont remarqué, parce que moi j'avais un passeport diplomatique, il y avait un officier qui avait un passeport diplomatique parce qu'il était attaché militaire dans une ambassade, et 2 autres n'avaient que des passeports de service. Or, le passeport de service ne donne pas droit à l'immunité diplomatique. Donc, dans la déclaration des douanes, nous avions été dispensés de le faire, mais les autres ont dû faire cette déclaration. Et les douaniers, en recevant la déclaration, ont remarqué que un de nos collègues avait des dents en or.
quelques couronnes en or. Vous savez que dans le temps, les dentistes remplaçaient les dents par des couronnes. Des couronnes en or ou en or blanc. Il n'y avait pas de porcelaine, il n'y avait pas de dents en porcelaine. Donc ce monsieur avait quelques dents en or et les douaniers lui ont dit, écoutez monsieur, vous êtes en infraction, vous étiez en train de passer de l'or dans votre bouche et donc on va vous arrêter et vous devez laisser ces dents en or chez vous ici. Non, c'était vraiment ubuesque, vraiment de grotesque. Alors c'était à la fois très risible mais sérieux. Ça nous a vraiment, on commençait à paniquer en disant mais quoi, le train allait démarrer et nous allions avoir des problèmes. Bon, heureusement qu'il y avait un voyageur qui parlait un peu l'anglais, parce que les Chinois ne parlaient ni anglais ni français, et donc il a traduit et il nous a fait comprendre que c'était au sujet des dents en or. Alors finalement, il a fallu donner des explications, insister sur le fait que nous étions en mission officielle au Vietnam, etc. Bon, ben ça a duré un bon moment, et puis finalement, le problème a été résolu. Ils ont pu comprendre la situation, et donc ils nous ont laissé passer. Enfin, voilà une des anecdotes que je raconte d'ailleurs dans le livre. D'accord. Alors, Monsieur Mourtal Oudamar, pour conclure cette interview, j'aurais une question à vous poser. Quel message souhaiteriez-vous adresser à présent à ces Marocains et à leurs familles, ainsi qu'aux autorités vietnamiennes qui vous ont aidé pour réaliser le rapatriement dans les meilleures conditions, et ce comme vous le relatez dans votre livre? Ben écoutez, d'abord, je commencerai par remercier les autorités vietnamiennes qui nous ont vraiment bien accueillis, qui ont facilité notre travail, qui ont d'ailleurs, dans le livre, je cite un gros problème technique qui s'était posé pour le rapatriement, pour l'utilisation de l'avion, et que c'est grâce à eux qu'on a pu résoudre le problème et faire le rapatriement au moment où nous étions. Ils nous ont accueillis franchement très chaleureusement. Et en même temps, ça les intéressait, mais ils ont été très accueillants. Le message donc je leur adresse nos remerciements, les remerciements peut-être trop tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je le fais personnellement parce que c'est moi qui étais responsable de ce rapatriement, de cette opération, mais je n'en avais pas eu l'occasion. Et puis un message à tous nos ressortissants pour leur souhaiter. Donc j'espère que alors qu'ils étaient désireux et enthousiastes de retourner dans leur terre patrie, j'espère qu'ils ont réussi leur deuxième vie au Maroc, que leurs enfants et petits-enfants se sont adaptés dans le pays, ils ont pu trouver leur place dans le pays de leur terre. Également, j'adresse un souhait et des vœux particuliers à leurs épouses vietnamiennes qui ont abandonné leur famille au Vietnam et qui ont accompagné leurs maris et leurs enfants et qui se sont adaptés au Maroc. J'en ai vu une ou deux dans ces restaurants-là. Elles étaient heureuses. Je raconte, et c'est une autre anecdote, mais là je la raconte dans le livre également, une femme qui a refusé au dernier moment d'être intégrée dans le groupe pour le rapatriement et qui s'est sauvée, puis finalement que les autorités ont rappelé.
Et puis, elle a fait le voyage donc avec son mari et les enfants. Et j'espère qu'elle ne l'a pas regretté de venir au Maroc. Donc, je leur souhaite tous mes voeux et surtout des voeux de pleine réussite. J'en ai vu quelques-uns qui ont réussi leur vie, mais j'espère que ça c'est le cas de tout le monde. Voilà, et merci de m'avoir permis de m'exprimer 46 ans après avoir fait cette opération dont je suis fier. C'est à notre tour, Monsieur Mortaoud Lamar, de vous remercier de nous avoir accordé votre temps. Juste préciser que vous êtes présentement à Genève, à votre résidence principale. Et ici, nous sommes à Montréal et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Voilà. Voyez-vous, comme l'espace devient court, vous êtes à Montréal, moi je suis à Genève, et les gens dont on parle sont au Maroc. Donc ça fait un triangle. Un triangle, bien évidemment. C'est la nouvelle technologie qui a permis tout cela. Exactement. Merci, monsieur Rachid Amouri. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.